Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer ce cours de physique quantique qui est destiné à la filière SMP semestre 5. Et dans cette vidéo, on va voir la partie numéro 6 du chapitre numéro 2 qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Alors, le plan de cette partie, on va parler de ce qu'on appelle une observable. Et je vais donner quelques exemples. Donc, je vais donner l'exemple de ce qu'on appelle l'observable position X et l'observable impulsion P. Et puis, je vais terminer par définir ce qu'on appelle un ensemble complet d'observables qui commutent, puis qu'on abrège sous la forme époque. Bien, alors qu'est-ce que c'est une observable? Bon, ce sont des choses dont on a déjà parlé dans les parties précédentes. Toujours dans le cadre de ce formalisme, eh bien, à toute grandeur physique mesurable est associée une observable. Donc, les grandeurs physiques qui peuvent être mesurées, on leur fait associer ce qu'on appelle une observable. Alors, une observable, c'est un opérateur hermétique qui agit dans l'espace des états E. Donc, à la physique, à la donnée physique qui est la grandeur physique qui va être mesurée, comment elle va être décrite théoriquement? Eh bien, elle est décrite théoriquement par une observable qui est un opérateur hermétique qui agit dans l'espace des états, bien sûr, l'espace des états mathématiques E. Les valeurs propres de cette observable sont toujours réelles. Donc, quand vous calculez, quand vous avez une observable et vous déterminez les valeurs propres, il faut faire attention, il faut trouver toujours des variables, enfin des valeurs propres qui sont réelles. Sinon, c'est faux. Alors, l'ensemble des vecteurs propres qui sont associés à cette valeur propre, eh bien, ils constituent une base orthonormée complète dans cet espace des états E. Je donne quelques exemples, donc exemples d'observables, et je commence par le projecteur, dont j'ai déjà donné la définition précédemment dans l'une des parties précédentes correspondant au chapitre, toujours chapitre numéro 2 sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Mais là, je vais le définir, si vous voulez, on veut voir, si vous voulez, ses valeurs propres. Donc, nous avons déjà montré que le projecteur sur un état psi qui s'exprime sous cette forme est hermétique. Donc, il faut revoir la démonstration dans l'une des parties précédentes. Et son carré est égal aussi au projecteur. Donc, le carré du projecteur est égal au projecteur. Autrement dit, donc, les valeurs propres lambda de ce projecteur, si vous voulez vérifier la relation lambda carré égale à lambda, c'est-à-dire les valeurs propres d'un projecteur sont soit lambda égale à 1 ou lambda égale à 0. Vous voyez, ils sont toujours réels. La deuxième observable, c'est la position X. X que vous connaissez déjà et dont on a déjà parlé précédemment. Donc, on va voir maintenant l'action de l'observable X, qui est bien sûr un opérateur hermétique, sur le vecteur de base X, qui est le vecteur correspondant à la représentation R à une dimension ici. Alors, par définition, l'action de l'observable X sur ce vecteur de base me donne la valeur réelle, qui est la valeur propre petit x, multipliée par ce vecteur X. Donc, ce vecteur-là est un vecteur propre de l'observable position X associé à la valeur propre petit x. Bon, ce sont des valeurs propres réelles et c'est une base qui est réelle et continue. Et la base, elle est aussi continue. Alors, puisque x c'est une observable, donc il est hermétique, quand on va écrire l'équation adjointe, donc x plus égale à x, donc l'action sur le bras x, eh bien, on a toujours ici x, parce que x plus égale à x. OK, donc la x qui agit sur le vecteur bras x va donner toujours la valeur propre réelle que multiplie le vecteur x, le vecteur bras x. OK. Bien, alors on va projeter cette équation-là sur le ket x'. Voilà, donc on va mettre x' ici à droite et là. Donc là, le x, il se trouve devant ces vecteurs-là. Là, on reconnaît l'action de x sur le vecteur bras x qui va donner la valeur propre x. Donc ça donne x qui multiplie le produit scalaire de x' avec x. Bien sûr, x est un scalaire, donc c'est pour ça qu'on le fait sortir après action de x, de grand X, sur le vecteur petit x. Or, ce produit scalaire, bon, c'est une base, donc ce produit scalaire n'est autre que la fonction de Dirac, x qui multiplie delta x moins x', donc dont j'ai déjà défini précédemment dans l'une des parties précédentes.
Alors, les variables x et x' sont des variables muettes, bien évidemment, donc on peut permuter l'une avec l'autre, hein. Donc là, x delta x moins x' est égal à x' delta x' moins x, hein. Donc j'ai permuté, et ceci, c'est toujours le produit scalaire de x avec x'. Bon, je rappelle que c'est une fonction qui est paire, hein. Donc j'écris delta x' moins x ou bien delta x moins x', ils sont égales. Autrement dit, donc tout ça égale à x' qui est là, multiplié par le produit scalaire. C'est-à-dire là, lorsque je compare avec cette équation qui est là, je compare cette dernière-là, eh bien là, je vois que le x, il a agi sur le vecteur de base x' et qui a donné la valeur propre x'. Autrement dit, je déduis donc que l'action de l'opérateur position, l'observable position x sur le vecteur de base x', un autre vecteur qui est différent de x, va donner une nouvelle valeur propre x' qui multiplie ce vecteur de base x'. Hein, donc, quand le vecteur de base, le vecteur propre change, la valeur propre change aussi. Et là, je rappelle aussi que c'est une base continue, comme je l'ai dit au début, et complète, c'est-à-dire elle doit vérifier la relation de fermeture et la relation d'orthonormalisation, hein, donc à une dimension. Donc, ça aussi, on l'a déjà défini précédemment. Bien. Donc là, on a vu l'action de l'opérateur, bien de l'observable grand X sur le vecteur de base X. Voyons maintenant son action sur un état psi, hein. Donc elle est définie de la manière suivante. Donc là, son action, c'est l'action d'un opérateur linéaire. Donc lorsque j'ai un vecteur d'état psi et je fais l'action de l'opérateur X sur le vecteur d'état psi, on va me donner un autre vecteur psi'. Hein, donc psi et psi' appartiennent au même espace des états E. Alors, on va projeter cette équation sur la base x, la base continue x. Donc, on va mettre ici le bras x ici et le bras x ici. Donc, psi' projeté sur x est égal à x, l'opérateur x, entre psi et x. Donc là, c'est son vecteur propre x, donc il pourra agir sur le bras. Donc, c'est une observable. Donc, il agit sur le bras, va me donner la valeur propre petit x. Donc, ce qui est égal à x que multiplie psi projeté sur x. Or, ça, c'est la fonction d'onde au point x. OK? Donc, voilà. Donc, ce produit scalaire, cette projection de psi' sur le vecteur de base x est égal à x que multiplie psi de x. Hein? Bien. Alors, maintenant, voyons la projection sur l'autre base, sur l'autre représentation p, hein, qui est aussi à une dimension, parce que si là je travaille à une dimension, là aussi. Hein. Alors je prends la même équation ici et je la projette sur le vecteur de base P. La voici, donc j'ai psi' P est égal à X entre l'état psi et P. Alors arrivons là, donc je vois que l'observable X, il est entre deux vecteurs dont je ne connais pas l'action. Hein, donc ce n'est pas son vecteur propre, ce n'est pas comme ici. Donc X, il est devant son vecteur propre, donc il pourra faire son action ici pour donner la valeur propre x. Mais là, ni p, ni le vecteur p de base p, l'état psi, n'est vecteur propre de x. Donc là, ça demande un peu enfin, il y a un petit calcul à faire et que vous pouvez le faire dans les exercices de TD. En fait, on introduit la relation de fermeture ici en x et puis il y a un certain calcul à faire que vous allez voir en détail dans les exercices de TD. Mais cette action-là, bien cet élément de matrice X entre psi et P, eh bien, nous donne l'équation suivante. Donc, vous allez démontrer en TD. Donc, est égal à IH bar, la dérivée par rapport à P de psi, la projection de psi sur le vecteur de base P. Et ça, ce n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction psi. Donc, ceci est égal à IH bar, la dérivée par rapport à P de psi bar de P. Donc, P, c'est l'impulsion, le X, c'est la position. Voilà, donc vous voyez que ces deux variables, ils sont, si vous voulez, conjugués l'un de l'autre, ils sont symétriques. À chaque fois qu'on parle de la position X, on parle aussi de l'impulsion P. Voilà, donc psi bar de P, c'est bien la transformée de Fourier de la fonction psi de X ici. OK? Bien, alors maintenant, voyons l'exemple d'une deuxième observable qui est l'impulsion P. Donc, vous voyez bien, à chaque fois qu'on parle de X, on parle aussi de P. Alors maintenant, on va voir l'action de l'opérateur, donc de l'observable P, en fait, sur le vecteur de base P. Hein.
Alors, le P qui agit sur le vecteur de base P va me donner la valeur propre petit p, qui est une valeur réelle, que multiplie ce vecteur de base P. Autrement dit, le vecteur de base P est un vecteur propre de l'observable grand P avec une associée à la valeur propre petit p. Donc, P est une observable, donc je peux écrire l'équation adjointe correspondante à cette équation-là, aux valeurs propres. Voilà, donc là, P plus égale à P, donc P, il va agir aussi sur le bras P pour me donner la valeur propre petit p réelle qui multiplie ce vecteur de base, le bras P. Donc là, on pourra aussi démontrer, comme je l'ai fait pour l'observable X, mais là, je ne vais pas le faire, mais je vais indiquer juste que lorsqu'on change le vecteur de base P', eh bien, la valeur propre change. Donc l'action de P sur un autre vecteur P', un autre vecteur propre P' va me donner une autre valeur propre P' qui multiplie ce vecteur P'. Voilà donc les deux cas ici. Donc là, lorsque le vecteur il est P, le vecteur de base P, et là, lorsque le vecteur de base c'est P'. Et voyons maintenant l'action de, de cet observable sur un état psi, comme on l'a fait pour l'observable X d'ailleurs. Donc au vecteur d'état psi, je fais correspondre le vecteur psi seconde qui est obtenu par l'action de l'observable P sur le vecteur d'état psi. Ok. Bien sûr, psi seconde et psi sont tous les deux, ils appartiennent tous les deux au même espace des états. L'opérateur P aussi est un opérateur qui est linéaire. Alors, projetons cette équation sur la base P, la base P. Donc là, je rappelle que c'est toujours à une dimension. Donc, on a psi seconde projetée sur P est égal à P, à l'action de P sur psi, sur le vecteur d'état psi, projeté sur le vecteur de base P. Or, ce vecteur est un vecteur propre de P. Donc, ce P, il est inobservable. Il agit sur le quête comme il agit sur le bras aussi. Donc, le P ici, il pourra agir sur le bras pour me donner la valeur propre petit p que je vais faire sortir à l'extérieur. Voilà, donc la valeur propre petit p qui multiplie psi projetée sur P. Or, ceci, c'est rien autre que la transformée de Fourier psi bar de P. Voilà, donc l'action de P sur le vecteur d'état psi projeté sur le vecteur de base P est égale à petit p, la valeur propre petit p, que multiplie la transformée de Fourier psi bar de P. Alors, voyons maintenant la projection de cette équation sur la base X, l'autre base symétrique conjuguée de celle-là, on pourra dire. Donc, j'aurai psi seconde projetée sur X ici, est égal à l'action de P sur psi projetée sur X. Bon, là, c'est la même remarque que j'ai faite tout à l'heure pour X. Bon, là, ni le vecteur X, ni le vecteur d'état psi est vecteur propre de P. Donc là, il ne pourra pas faire son action. Donc, en fait, on fait un petit calcul que vous allez aussi le faire en exercice de TD. Donc là, on introduit la relation de fermeture en P ici à droite, et puis il va agir pour donner la valeur propre petit p, etc. Donc il y a un certain calcul à faire pour calculer cet élément de matrice, et ça va donner le résultat suivant. Donc ça donne h bar divisé par i, que multiplie la dérivée par rapport à x de psi projeté sur le vecteur de base x. Et ça, c'est la fonction d'onde psi de x. Voilà, donc est égal à h bar sur i, d sur dx, que multiplie psi de x. Voilà donc ces trois exemples d'observables. Donc j'ai donné le projecteur, l'observable position x et l'observable impulsion p. Alors maintenant, on va passer vers la dernière partie de ce chapitre numéro 2 qui est sur l'ensemble complet d'observables qui commutent et qui puis on abrège sous forme écoque. Alors, qu'est-ce que c'est un écoque? Donc, je commence par donner quelques théorèmes, après de définir cette écoque-là. Donc, on va parler des observables lorsqu'ils commutent. Observables qui commutent, eh bien, on a le premier théorème qui dicte la chose suivante. Si nous avons deux observables A et B qui commutent, alors on peut toujours trouver un système de vecteurs propres communs et réciproquement. Réciproquement, c'est-à-dire, si on a deux observables A et B, et on a un ensemble de vecteurs propres communs. Si on trouve un ensemble de vecteurs propres communs, eh bien, on déduit que A et B commutent. Donc, si A et B commutent,
on peut toujours trouver un système de vecteurs propres communs et réciproquement, c'est-à-dire si on a un système de vecteurs propres communs à A et à B, alors ces deux opérateurs, ces deux observables commutent. Voilà l'écriture mathématique de ce théorème. Donc, si j'ai le commutateur de A et B égale à 0, alors il existe un vecteur phi n tel que phi n est un vecteur propre de A associé à la valeur propre à n, et phi n aussi est un vecteur propre de l'observable P associé à une autre valeur propre Bn. Donc, phi n est un vecteur propre de A et de B associé à leurs valeurs propres respectives à n et Bn. Donc ça, c'est le théorème numéro 1 qu'il faut bien que vous vous rappelez, hein, parce que en général, on se sert pour définir cet époque. Donc, en général, les étudiants, ils l'oublient, mais il faut se rappeler, si vous avez deux observables qui commutent, on peut trouver toujours un système de vecteurs propres communs à ces deux observables. Bien, le théorème numéro 2, eh bien, si nous avons toujours deux observables A et B qui commutent, et si maintenant on a deux vecteurs U1 et U2, deux vecteurs U1 et U2 qui sont deux vecteurs propres de l'observable A, de l'opérateur A, associés aux valeurs propres A1 et A2 respectivement, bien sûr, avec les deux valeurs propres sont différentes. A1 est différent de A2, telles que les équations aux valeurs propres de cet observable A sont les suivantes. Donc, l'action de A sur le vecteur propre U1 est égale à la valeur propre A1 qui multiplie ce vecteur propre U1. L'action de A sur le deuxième vecteur propre U2 est égale à A2, la valeur propre A2 qui multiplie le vecteur propre U2, avec A1 est différent de A2. Alors, je continue le théorème. Alors, dans ce cas, l'élément de matrice de l'autre observable qui est B, hein, entre les deux vecteurs propres de A, est égal à 0. Donc, les vecteurs propres U1 et U2 ne sont pas automatiquement des vecteurs propres de B. Hein, parce que là, le théorème 1 que j'ai donné tout à l'heure, c'est qu'il faut les chercher. Parfois, il y a des vecteurs propres de A et des vecteurs propres de B. Donc, il faut trouver une base qui forme les vecteurs propres communs. Mais dans ce cas ici, le U1 et U2 ne sont pas nécessairement des vecteurs propres de B. Hein, d'accord? Donc, en effet, on va démontrer cette propriété-là, c'est-à-dire lorsque vous avez deux vecteurs propres de U1, deux vecteurs propres de A, U1 et U2 associés à ces deux valeurs propres A1 et A2 différentes, eh bien, on a toujours l'élément de matrice qui est nul, même si U1 et U2 ne sont pas vecteurs propres de B. Bien sûr, s'ils sont vecteurs propres de B, c'est évident là. Alors, en effet, donc j'écris l'élément de matrice du produit AB entre les deux vecteurs U2 et U1. Hein, donc là, c'est le produit des deux observables A et B. Là, on regarde que, donc là, comme j'ai dit, donc U1 et U2 ne sont pas automatiquement des vecteurs propres de B, mais ils sont vecteurs propres de A. Alors, si vous voulez, le A ici, il est devant le vecteur propre U1, donc il pourra faire son action sur le bras, parce que A est un observable, c'est-à-dire A plus égale à A. Donc, il pourra agir aussi sur le bras U1 pour me donner la valeur propre réelle, petit a1, que je peux faire sortir à l'extérieur. Voilà, donc ça donne la valeur propre A1 qui multiplie le reste. Et le reste qui va rester, donc U1, B, U2. U1, B, U2, donc c'est l'élément de matrice B, U1, U2, entre U1 et U2. Maintenant, je vais exprimer le même élément de matrice, mais pour le produit inverse, le produit BA. Donc BA, donc le produit BA entre U2 et U1. Alors là, le A ici, voilà son vecteur propre qui est le ket. Hein. Donc tout à l'heure, c'était le bras ici. Maintenant, c'est le ket. Donc le B, il ne peut rien faire ici. Hein. Donc on a supposé que U1 et U2 ne sont pas des vecteurs propres de B. Ok, donc A, il pourra agir sur U2 pour me donner la valeur propre A2 qui va sortir, hein, qu'on va faire sortir à l'extérieur. Voilà, donc j'ai A2 et puis l'élément de matrice U1, B, U2. Donc, lorsque je fais la différence entre ces deux équations-là, donc j'aurai l'élément de matrice de AB entre U1 et U2 moins l'élément de matrice de BA entre U1 et U2. Or, A et B commutent, hein, donc AB égale à BA. D'accord? AB égale à BA, lorsque je vais faire ce terme moins ce terme, c'est 0. Donc, qui est égal à l'expression suivante. On va mettre cet élément de matrice en facteur de A1 moins A2. Hein, donc, lorsque ce terme moins ce terme, je fais cet élément de matrice en facteur de A1 moins A2. Or, bon, si c'est égal à 0, donc on a deux cas, soit ce terme égal à 0, soit
Cette différence égale à 0. Or, nous avons un 1 est différent de A2. Donc, cette différence n'est pas égale à 0. Donc, la seule solution pour que ce produit-là égale à 0, c'est que cet élément de matrice de B entre U1 et U2 égale à 0. Voilà, donc cet élément de matrice est bien égal à 0 car on a la condition qui a été donnée, les deux valeurs propres 1 et 2 sont différentes. Bien, donc voilà les deux théorèmes avec lesquels je fais l'introduction à notre définition de l'écoque. Alors, qu'est-ce que c'est un écoque? Eh bien, définition d'un écoque. Donc, nous avons un ensemble d'observables, enfin un ensemble qui peut être 1, 2, 3, plus. Donc, un ensemble d'observables A, B, C est un écoque si. Alors, la première condition, si toutes les observables commutent 2 à 2, toutes les observables qui forment l'écoque. Donc, c'est-à-dire le commutateur de AB égale au commutateur de AC égale au commutateur de BC égale à 0. Ça dépend du nombre d'observables qui vont former l'écoque. Et si donc nous avons vu que lorsque nous avons des observables qui commutent, eh bien on peut trouver d'après le théorème numéro 1 un système de base commune, un système de vecteurs propres communs. Eh bien, si les observables commutent 2 à 2 et si chaque vecteur propre de leur système de base commune est défini de façon unique. Est défini de façon unique par la donnée de l'ensemble des valeurs propres respectives. Donc AN, c'est la valeur propre de A, et puis BN, c'est la valeur propre de B, et CN, c'est la valeur propre de C. Donc par la donnée de cet ensemble, de ces valeurs propres, donc à ces valeurs propres, ou bien à cet ensemble de valeurs propres, va correspondre un seul vecteur propre qui est unique. Donc c'est ça, je voulais en quelque sorte la définition de l'écoque. Eh bien, pourquoi on définit cette écoque? Eh bien, cette écoque, il est nécessaire pour décrire d'une manière complète, donc pour avoir une description complète d'un système quantique. Eh bien, cette description complète, elle ne peut être que si, lorsque la mesure d'une ou plusieurs observables permet d'identifier de façon unique l'état du système. Donc, en fait, le but d'une mesure, c'est de pouvoir définir l'état du système d'une façon unique, parce que vous savez bien que, en général, les états quantiques, donc si j'ai un état numéro 1 qui est un état propre du système, et j'ai un état 2 qui est un état propre du système, et bien même la combinaison linéaire de ces deux états est aussi un état possible du système. Mais là, on veut définir l'état d'une manière unique. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle la description parfaite. Eh bien, pour pouvoir décrire d'une manière parfaite l'état d'un système, eh bien, il faut faire cette mesure. Et pour pouvoir faire cette mesure, il faut que toutes ces observables commutent 2 à 2 pour pouvoir faire la mesure d'une manière simultanée. Donc, on fait la mesure de l'observable A, ensuite la mesure de 2, etc. OK? Alors, dans ce cas, l'état du système est nécessairement vecteur propre de toutes ces observables, puisqu'on va décrire un état unique de toutes ces observables que nous avons, sur lesquels on a fait la mesure. Eh bien, c'est ça c'est la définition d'un écoque. Ok, bien sûr, tout ça va s'éclaircir d'une manière évidente lorsqu'on va voir les postulats. Parce que là, il y a intervention de quelques notions des postulats de la mécanique quantique, on va voir dans le chapitre numéro 4. Bien, alors donc finalement, on aura un écoque, c'est-à-dire un ensemble complet d'observables qui commutent, lorsque l'ensemble de leurs valeurs propres, associées à un vecteur propre commun, eh bien cet ensemble-là, on pourra dire qu'il est non dégénéré. C'est-à-dire lorsqu'on va mettre l'ensemble des valeurs propres, ils vont avoir un seul vecteur propre commun, mais pas deux, mais pas trois. Bien, je donne quelques exemples pour illustrer un petit peu cette notion de l'écoque, malgré qu'elle reste un petit peu abstraite, surtout au début, quand on commence à donner la définition comme ça. Alors, je donne un exemple de l'observable H dans l'espace des états à une dimension X et dans l'espace des états à deux dimensions XY. Alors, commençons par définir l'observable H pour le cas d'un puits de potentiel infini à une dimension. Donc, c'est une particule qui est dans un puits infini à une dimension. Donc là, pour ce système-là, on connaît les fonctions propres et on connaît les énergies propres de cet Hamiltonien du système, qui sont les suivants. Donc voilà la fonction propre que nous avons déjà calculée dans le chapitre numéro 1. Et voilà les énergies propres
de ce système-là, bien sûr, avec n, est un entier non nul. Hein. Et les phi n de x sont la projection des vecteurs propres phi n, hein, donc les phi n sont les vecteurs propres de n, projetés sur la base x. Okay. Donc, à chaque énergie propre, à chaque valeur propre n, on définit une seule fonction propre ou bien un seul vecteur propre phi n, hein, parce que si n est défini ici, il va être défini là aussi. Donc, ces énergies, elles vont être, enfin, ils sont non dégénérées. Toutes les énergies de ce système-là, depuis le potentiel à une dimension, toutes les énergies sont non dégénérées. Autrement dit, notre espace H, eh bien, il forme un écoque dans EX. Hein. Bon, lorsque vous avez un seul ensemble, une seule observable, eh bien, elle commute avec elle-même toujours. Donc, voilà. Donc, son ensemble de vecteurs propres est défini d'une manière unique par la connaissance de son énergie propre, de sa valeur propre E n. Donc, ça, c'est lorsqu'on considère un puits de potentiel infini à une dimension. Voyons maintenant le cas de deux dimensions lorsque j'ai un puits de potentiel à deux dimensions. Eh bien, on va définir aussi les énergies propres et les fonctions propres pour ce système. Donc, les énergies propres, en fait, c'est la somme des énergies correspondant à chaque dimension. Donc, Enx, Ny est égal à l'énergie suivant Nx, enfin, Enx plus Eny, qui est égal à la somme hein, de ces expressions-là. Donc, on a mis la constante h par carré pi carré 2 sur 2m au carré en facteur de nx carré plus ny au carré. Avec les nx et ny appartiennent toutes les deux à n étoiles. Ils sont toutes les deux différentes de 0. Donc, leur valeur minimale, c'est 1. Alors, la fonction propre, eh bien, c'est le produit des deux fonctions relatives à chaque dimension. Donc, phi nx, ny des deux variables x, y est égal au produit de phi nx de x qui multiplie le produit de phi ny de y. Donc là, racine de 2 sur a multiplié par racine de 2 sur a, ça va donner 2 sur 1, et puis sinus de la fonction f de nx et que multiplie sinus correspondant à la fonction phi n de y. Donc voilà les fonctions propres de ce système-là, de l'hamiltonien bien sûr, et voilà les énergies propres. Alors on va voir maintenant le degré de dégénérescence de ces énergies propres pour chaque état. Donc là, je pourrais dire aussi que cela, c'est la projection sur la base x, y du vecteur ket phi nx, ny. Donc là, nx, ça correspond à ce nx là, qui est là, qui est là. Hein. Et le ny, il correspond à ny là, et là, et qui est là. Okay. Alors, voyons, calculons donc l'énergie du premier niveau, c'est-à-dire les valeurs minimales de nx et ny, c'est 1. Donc ici, nx égale à 1, ny égale à 1. Donc lorsqu'on va faire nx carré plus ny au carré, c'est 1 plus 1, ça va donner 2, qui divise 2, donc c'est 1. Hein, donc il n'y a pas de 2 qui est là. Et cette énergie-là, elle va correspondre à un seul vecteur, qui est le phi A1, qui correspond à l'état fondamental. C'est la valeur minimale des deux entiers nx et ny. Donc l'état fondamental phi A1 est unique pour cette énergie propre. Donc, cette énergie propre, elle est non dégénérée. Bien, donc passons vers l'état suivant, c'est-à-dire le premier état excité. Eh bien, dans le nx, ny, on va faire augmenter un seul entier plus 1. Donc, on va mettre e de 1 ou bien 1, 2. Hein, donc là, c'est ny qui est égal à 2, nx égale à 1. Et là, c'est nx qui est égal à 2, ny égale à 1. Et lorsqu'on remplace dans les énergies E, Nx, Ny, on va avoir Nx carré plus Ny au carré, c'est 2 au carré plus 1 au carré, que ce soit pour cette énergie, que ce soit pour cette énergie. Donc, ça va faire 4 plus 1, ou bien 1 plus 4, c'est toujours 5, divisé par 2. Donc, voilà l'énergie de ce premier état excité. Donc, nous avons l'égalité entre ces deux énergies correspondant à deux combinaisons linéaires nx égale à 1, ny égale à 2 et nx égale à 2, ny égale 1. Donc cette énergie-là qui est égale à cette valeur, bon, c'est une valeur numérique d'ailleurs, hein, parce que le h bar il est connu, le p il est connu, le a qui est la largeur du puits qui est a priori connue, et la m c'est la masse de la particule qui est a priori connue aussi. Donc à cette énergie va correspondre deux états possibles pour le premier état excité, donc soit phi 1, 2, soit phi de 1. Hein. C'est-à-dire à cette énergie propre correspondent deux vecteurs propres. Hein. Autrement dit, cette énergie du premier état
excité, hein, cette énergie propre, ou bien cette valeur propre du premier état excité, elle va être 2 fois dégénérée. Voilà, donc pour ce système-là, on a déjà une valeur propre qui est 2 fois dégénérée. Donc, le H, dans l'espace des états à 2 dimensions, le H qui est l'hamiltonien n'est pas un écoque dans ce cas. Hein. Bon, si on trouve, s'il y a toutes les valeurs propres qui sont non dégénérées, puis il y a une seule valeur propre qui est dégénérée, eh bien, cet observable n'est pas un écoque. Voilà, donc dans ce cas, le H n'est pas un écoque dans XY. Donc nous avons vu qu'il était un écoque à une dimension dans l'espace des états X, hein, parce que toutes les valeurs propres, toutes les énergies propres sont non dégénérées, mais quand nous sommes passés vers l'espace des états à 2 dimensions, eh bien, il y a cette valeur propre qui est dégénérée. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, donc là je donne juste l'exemple de 2 états, mais vous pouvez continuer, vous passez donc vers E de 2, et puis E de 3, E3, 2, etc. Donc, vous pouvez ajouter, enfin, augmenter un seul indice, NX, et d'autre part l'autre indice. Hein. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres énergies propres qui sont dégénérées, d'autres qui sont non dégénérées, mais là, une fois que je trouve une énergie qui est dégénérée, donc ce H-là, cet observable H, n'est pas un écoque dans EX, Y. Voilà, donc c'est la fin de cette partie numéro 6, mais aussi c'est la fin de tout le chapitre numéro 2. Donc nous avons terminé le chapitre numéro 2, qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique, et on va passer maintenant dans les prochaines vidéos vers le chapitre numéro 3, hein, qui est sur le produit tensoriel. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on va se voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.